Bonjour Alexia. Bonjour. Beaucoup de personnes assimilent encore votre nom à Love Story et à la Starac. Est-ce que ça vous fait plaisir, ça vous agace, ça vous amuse? Ça me fait plaisir globalement parce que déjà je suis très fière de ces programmes-là, parce que je leur dois ma carrière et parce que j'ai toujours assumé ces programmes-là. Donc ça me fait très plaisir. Je suis contente de plus faire ça, mais c'est deux bébés qui sont importants pour moi. Vous avez occupé une multitude de postes, vous avez été animatrice, vous avez été rédactrice en chef de plusieurs émissions magazines. En quoi ces postes de terrain vous ont aidé pour votre fonction de productrice et aujourd'hui en tant que PDG? Alors déjà je vous remercie de reconnaître que j'ai fait du terrain. J'ai vraiment démarré à la cave. Donc j'ai fait tous les métiers de l'audiovisuel possible et inimaginable. C'est vrai qu'à un moment je me suis orientée vers une forme de journalisme, infotainment, et j'ai bifurqué vers autre chose parce que la télé m'a happée. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que, alors il y a deux choses. Il y a un truc positif, c'est que je connais tous les métiers de l'audiovisuel, et donc je suis capable d'appréhender toutes les difficultés. Il y a un autre avantage, c'est qu'on me la raconte pas. Donc voilà, contrairement à beaucoup, comme j'ai mis les mains dans le cambouis, je connais le moteur. Vous avez cumulé les succès, alors je ne citerai que Koh-Lanta, Fort Boyard parmi beaucoup d'autres émissions cultes. Généralement chez Courrier Cadre, on demande beaucoup comment rebondir après un échec. Moi j'ai plutôt envie de vous demander comment continuer à cartonner quand on a eu autant de succès. Je me suis souvent posé la question, comment on fait pour rester entre guillemets au top et sans prétention, hein. C'est vraiment quand vous êtes aussi challengé, comment on reste là-haut. Alors déjà en se disant que vous n'avez jamais atteint le là-haut, donc vous êtes toujours sur une forme de frustration, d'insatisfaction de progresser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, probablement en se remettant énormément en cause. Donc ça, il y a toujours un travail de remise en cause que j'effectue. Et souvent en me disant aussi, je suis jamais fière de mes réussites. C'est-à-dire que je suis même gênée quand les gens me félicitent. J'ai l'impression que ça me fout trop de pression. Donc ça tombe bien parce que je suis avec un patron qui me félicite pas souvent. Je fais très attention à pas m'endormir sur mes lauriers et à me satisfaire de ce que j'ai entrepris. Et d'autre part, ce qui m'amuse dans mon métier aussi, et c'est probablement pour ça que j'ai pas mal de succès, c'est de mettre en avant des gens qui savent faire. Et donc je pense que je suis très portée par le talent des autres. Et donc c'est probablement de bien s'entourer qui vous permet de rester alerte et efficace. Vous évoluez dans un milieu qui s'est métamorphosé, hein, si on repense aux postes de télé des années 90, à aujourd'hui les plateformes. Comment on fait pour durer dans un environnement aussi mouvant? Alors probablement de pas trop bouger. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'adaptabilité, ça c'est normal, et toutes les industries ont besoin d'adaptabilité, donc tous les patrons. Inversement, je fais très attention de pas toujours être dans la tendance. C'est-à-dire de pas me dire oh là là, il faut absolument que j'aille sur ce terrain-là, oh là là, il faut absolument que d'un seul coup je tourne à droite ou à gauche parce que c'est la tendance du moment. J'essaie de rester campée sur mes positions, sur mon core business, sur mon savoir-faire, sur ce que je ressens organiquement. Et un peu moins sur la tendance du moment ou sur des incitations médiatiques à aller dans telle direction ou pas, ou des réactions, mais même quelquefois des médias ou même des téléspectateurs. Je fais attention. Vous avez pris vos fonctions début septembre en tant que PDG de Banijay France. On dit souvent que les 100 premiers jours sont déterminants lors d'une prise de fonction. Quel regard vous portez sur vos premières semaines? Alors j'ai eu l'impression d'être un poulet sans tête, hein. C'est-à-dire que le niveau d'information que j'ai dû emmagasiner était quand même très gros, surtout que non contente de prendre une nouvelle fonction transverse, j'ai décidé de tourner aussi une fiction. Donc c'est deux nouveaux métiers. Donc là, c'était assez dense. Le bilan, je pense que j'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai dit quand on m'a proposé le poste à mes actionnaires, je leur ai demandé deux choses. Je leur ai dit, ne vous attendez pas à une révolution. Donc laissez-moi le temps de faire des évolutions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je veux voyager dans tous les pays pour voir les best practices de mes homologues, donc des autres patrons de territoire. Et donc j'ai fait l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, et là je pars bientôt à Amsterdam. Alors il faut dire que les Australiens, je les fais en Zoom, mais voilà. Et donc il faut me laisser le temps. Je suis très organique, je suis très, mais je pense qu'il passer beaucoup de temps à écouter les autres.
ça vous évite beaucoup d'écueils. On pense toujours qu'on va faire mieux que son prédécesseur, et c'est mépriser le travail de son prédécesseur, et c'est mal connaître aussi le fait que lui a créé quelque chose et qu'il vous l'a confié, donc il faut faire attention. Comment vous voyez votre rôle de patronne aujourd'hui ? Alors, ce que j'ai dit à ceux, alors j'aime pas le terme diriger parce que déjà c'est pas ma philosophie et c'est pas la philosophie du groupe, mais on va dire que ceux que j'accompagne, c'est que je peux les aider à grandir parce que je connais bien leur métier et je peux les aider à se sentir moins seuls. Parce que le problème d'être patron, pour l'avoir vécu aussi quand j'étais patron de filiale, quelquefois vous osez pas dire au-dessus que vous avez des difficultés, etc. et vous êtes bien seul. Et donc moi je leur dis voilà, on est tous ensemble dans le même bateau et on va essayer d'arriver tous dans un très beau port. Vous serez contents d'arriver et moi aussi. Vous avez dit dans un post LinkedIn que vous vouliez créer un esprit de famille au sein de Banijay France. Ça veut dire quoi concrètement et pourquoi c'est important pour vous ? Alors, je pense que Banijay s'est construit sur une multitude de personnalités très fortes, mais très indépendantes, où limite il y avait un petit côté shark, c'est-à-dire qu'on pouvait être en compétition les uns avec les autres. Je pense que c'est une méthode qui a porté ses fruits, mais qui est un petit peu obsolète et qu'il faut davantage développer le côté collaboratif, corporate, s'appuyer les uns sur les autres, travailler ensemble, etc. Donc je travaille beaucoup à réfléchir à comment faire ça. Et en fin de compte, j'ai fait des choses très simples. J'ai fait pas de mail, j'ai fait des WhatsApp, des groupes WhatsApp. Je leur ai envoyé un message à tous en disant voilà, on va se féliciter du succès des uns et des autres. Donc je les ai invités à petit déjeuner à Versailles pendant le tournage de Marie-Antoinette, dans la Galerie des Glaces. Donc en plus c'est exceptionnel. Et donc ça leur a permis aussi de se rencontrer les uns les autres. Je vais faire des petits déjeuners où je vais demander à des key people du monde de l'audiovisuel de venir parler sur les nouveautés. Voilà, j'essaie de créer des zones de dialogue. On a fait, par exemple, on est amis du Festival de Cannes, donc j'ai pris une table où ils étaient tous ensemble et c'était génial. Il y avait Elisabeth Quint du 28 minutes, il y avait des sociétés de fiction et il y avait des sociétés de flux. Donc voilà, c'est créer des moments de partage, ce qui fait qu'ils se connaissent, donc ils n'hésiteront plus à collaborer ensemble. Il peut y avoir quelquefois dans nos métiers une forme de parano de l'autre et je pense que c'est une erreur. Par rapport à vos équipes, vous avez des personnalités très différentes, notamment dans les animateurs. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir aussi des profils atypiques, des gens qui sortent un petit peu des sentiers battus ? Alors oui, toujours. D'ailleurs, c'est la variété des talents qu'on a à l'intérieur du groupe qui nous permettent de produire une variété de programmes. Donc ça va de Dominique Farrugia qui est arrivé chez nous parce qu'il n'en pouvait plus de faire de la comédie, qu'il voulait faire du drame. Et là, en l'occurrence, il a signé le plus gros contrat d'Apple. Donc on est très fiers de ça. Il se lance dans une grande fiction qui s'appelle Carême. Ça peut être aussi des personnalités qui n'étaient pas producteurs à l'origine et qu'on aide à devenir producteurs. Donc ça, par exemple, ma plus grosse fierté, c'est que j'ai une jeune femme qui a pris ma relève quand j'ai laissé ma société, qui était à l'origine directrice des productions. Et puis après, je l'ai rencontrée il y a 20 ans et maintenant, c'est elle qui produit toute la télé-réalité et elle produit plus que ça. Elle produit des programmes qui s'exportent à l'international. Donc, je trouve que c'est extrêmement satisfaisant. Et puis après, c'est miser aussi sur des talents. On a une société avec Teddy Riner. Enfin voilà. C'est une multitude de variétés de gens. Vous parliez de la diversité et qu'une femme avait pris votre succession. Est-ce que la parité est un enjeu très fort chez Banijay ? C'est un enjeu groupe et puis c'est un enjeu évidemment personnel. Moi, j'ai eu la chance, en l'occurrence, d'être beaucoup aidée par des hommes dans ma carrière et je leur reconnais vraiment d'avoir cru en moi et grâce à eux, j'ai pu grandir. Donc, il ne faut pas croire que les hommes soient misogynes. Mais moi, c'est marrant, quand j'ai pris ALP, donc c'est la société qui produit Koh-Lanta et Fort Boyard, je me suis retrouvée avec un ratio de 70% d'hommes et 30% de femmes. Et ça s'est inversé en fin de compte. Donc maintenant, je suis dans une problématique inverse. Je suis plus à la tête de la société, c'est de trouver des hommes. Donc ceux qui m'ont remplacé sont des hommes. Mais je pense que c'est important. Après, il faut reconnaître qu'il faut former les femmes. C'est-à-dire que le fait qu'elles ont été, que la route a été un peu barrée, il ne faut pas d'un seul coup les nommer à des postes où elles vont se sentir, d'autant plus avec le syndrome de l'imposteur, en difficulté. Donc il faut les amener à grandir, les accompagner, leur dire quelquefois « là c'est trop haut pour toi, donc on va redescendre un peu la barre, mais on va la passer ensemble ».
Voilà, c'est comme ça que je travaille. Je trouve qu'il y a une pression sur les femmes maintenant de réussite qui est disproportionnée et sur lequel je me bats. C'est-à-dire que souvent, quand je donne des conférences à des femmes, je leur dis, vous n'êtes pas obligés d'atteindre le top, parce que le top, c'est beaucoup de sacrifices. Et ne croyez pas que vous êtes capable de gérer une famille, un amoureux, vos parents et en plus un boulot. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. En revanche, soyez heureuse et épanouie dans ce que vous entreprenez et qui vous correspondent réellement. Et je trouve que là, on s'attend maintenant à ce que les femmes, elles atteignent des postes qu'elles n'ont pas automatiquement envie d'exercer. D'ailleurs, il y a des mecs qui n'exercent pas tous des postes de manager. Voilà, je trouve que faisons attention à la pression que nous-mêmes, les femmes, on porte sur les autres femmes. Voilà. Comment vous faites, vous, justement, pour gérer cette pression? Parce que la pression est forte avec les audiences, il y a des enjeux financiers. Comment vous faites pour gérer ce stress? Probablement que j'ai une tête assez froide, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des coups de sang. Non, je pense... alors déjà, j'ai été biberonnée à ça. C'est-à-dire que je viens d'un milieu qui est un milieu d'audiovisuel. Mon papa était publicitaire, ma maman est grand reporter, mon beau-père était l'un des fondateurs de Canal+. Donc, je les ai vus aussi exercer leur métier avec une tête froide et je les ai suivis. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense que je rationalise. Voilà, je rationalise. Il y a dans nos métiers, et principalement dans nos métiers de divertissement, il y a quand même pas mort d'homme. On fait pas du news, on fait pas du hard news. Probablement que j'ai trop d'admiration pour ma maman, qui elle allait sur des terrains de guerre pour penser que je fais quelque chose de vraiment révolutionnaire. Voilà, elle raconte des histoires qui sont vraiment des histoires qui sont dures. Elle le raconte remarquablement bien. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui vont sur des terrains de guerre pour qu'on prenne nous conscience des difficultés du monde. Moi, j'ai choisi un métier pour divertir les gens, pour les amuser, pour les détendre, pour quelquefois leur faire évidemment se poser des questions et avoir des réponses, mais quand même pas pour... voilà, je ne sauve pas le monde. Quel type de manager vous êtes? Alors, il faudrait demander ça à mes employés. Je pense que je suis un manager qui a fait des erreurs d'aller trop vite et d'oublier des gens sur le bas-côté. Je pense que je ne fais plus cette erreur-là. C'est-à-dire que j'ai compris que tout le monde ne va pas à mon rythme. Après, je pense que je suis un manager qui est très intrusif. J'ai une spécificité, j'ai un petit bureau. Je n'ai pas pris le bureau de mon prédécesseur qui était plus grand, j'ai pris un plus petit bureau. Pourquoi? Parce que je me trimballe avec mon portable, mon ordinateur portable partout. Donc je me pose, en fin de compte, en face des gens, ce qui peut te décontenancer, parce que ça fout peut-être un peu de pression, mais moi je trouve que c'est intéressant parce que je vois comment ils travaillent, je vois, enfin, d'une certaine façon, ça me permet de leur poser des questions, donc voilà. Je suis un manager qui a beaucoup d'énergie et qui est un peu discursive. C'est-à-dire que j'ai un problème de priorisation. Donc je m'entoure de gens extrêmement rationnels qui me disent « Alexia, est-ce que tu es sûre que c'est très important ?» Et en général, je les écoute. Après, je suis quelqu'un qu'on appelle un peu un risk-taker. C'est-à-dire que j'aime bien prendre des risques, mais qui sont toujours analysés en bonne mère de famille. Voilà. Mais j'espère être un manager. Le bilan, c'est que j'ai peu de gens qui m'ont quitté. Et je suis restée longtemps dans des sociétés. Donc je pense que les gens, en tout cas, étaient heureux, qui est vraiment mon objectif, c'est que les gens soient heureux parce que les gens donnent tellement plus. Et vous, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre travail? Qu'est-ce qui vous épanouit? Alors, ce qui m'épanouit dans le travail, probablement, c'est travailler. C'est là où c'est un syndrome. J'aime beaucoup l'idée de travailler, d'être en maîtrise des choses. Et après, je pense que j'aime le pouvoir faire. C'est-à-dire que j'aime réaliser des choses, j'aime donner le moyen à des gens de réaliser des choses. Et après, je pense que j'aime le pouvoir. C'est-à-dire que j'aime bien jouer en Ligue 1. Et j'aime bien, probablement parce que j'aime pas ça, vous allez voir, c'est un peu tordu, j'aime bien qu'on ne puisse pas se fâcher avec moi. Parce que je suis très déstabilisée quand on se fâche avec moi. Et quand vous arrivez à un certain niveau, vous êtes dans un rapport qui fait que automatiquement, on cherche à trouver des solutions. Voilà. Vous êtes dans un milieu avec des métiers créatifs qui sont très challengés par l'intelligence artificielle. Comment vous vous emparez de ce nouveau défi? Je suis pour le transhumanisme, donc évidemment l'intelligence artificielle me passionne. J'ai lu à peu près tous les bouquins de Laurent Alexandre, enfin voilà. Comment je m'en empare? Au service de l'humain.
Donc par exemple, là, on va peut-être travailler pour mettre l'intelligence artificielle au service des scénaristes, mais avec des logiciels faits par des scénaristes et qui ont besoin de la créativité de l'humain. Voilà. Donc je pense que c'est un compagnon de voyage, l'intelligence artificielle, et je pense que ça va permettre aussi de gagner du temps, de l'efficacité. Après, de la créativité, je pense que pour un premier pitch, peut-être. Pour le reste, je ne crois pas. Et vous arrivez à déconnecter du travail, à avoir du temps pour vous? La réalité, est-ce que j'arrive à déconnecter? Non. Non. Je le faisais quand je montais à cheval, parce que le cheval vous demande une acuité avec l'animal et avec les environnements extérieurs, sinon c'est dangereux. Donc je le faisais un peu quand je faisais du cheval, je le fais un peu quand je fais un peu de tai chi, mais sinon non. Non, je ne vais pas prétendre que j'arrive à déconnecter, je sais que c'est pas bien, j'entends tout ça, mais je suis très mauvaise à la méditation, enfin voilà. Donc non. Pour finir, quelle est votre plus grande fierté professionnelle? Ma plus grande fierté professionnelle, c'est de durer. Voilà. Je trouve que j'ai démarré à 16 ans, à 53 ans, je suis encore là. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et je suis contente de durer, voilà. Et je suis aussi contente de tous les gens que j'ai croisés tout au long de ma carrière, franchement, et c'est drôle parce que j'ai un collaborateur qui a démarré avec moi sur la Starac, qui maintenant produit la Starac, avec Jean-Louis Blot, donc voilà, je suis très fière de ça. Je suis très fière d'avoir croisé des gens super. Et on ne le dit pas souvent, mais les gens de télé sont des gens super. Probablement que par rapport au cinéma, ils ont eu un petit syndrome d'imposteur. Donc c'est des gens qui ont une curiosité, qui viennent de plein d'univers. J'ai beaucoup de tendresse pour ces gens-là. Merci beaucoup. Ben merci.